Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission géopolitique qui sera consacrée ce soir sur le sujet concernant la vaccination contre la pandémie du coronavirus à travers le monde. Mais ce soir, dans Géopolitics, nous allons analyser cette situation sur le continent africain. Car sur le continent africain, depuis qu'il y a eu apparition de différents vaccins à travers les industries donc, pharmaceutiques, les industries de fabrication de différents vaccins, plusieurs pays justement ont produit leurs vaccins. Beaucoup ont déployé tout ce système justement à travers différents pays qui ont accepté justement d'utiliser et d'administrer ce vaccin dans leur population victime de cette pandémie du coronavirus. Il se fait que ce coronavirus, dans le continent africain actuellement, il y a beaucoup de doutes. Mais il y a certains pays qui ont accepté de l'utiliser, de l'administrer justement à leur population. Certains pays africains sont dans le doute. Certains ne veulent même pas entendre parler de différents vaccins venant de l'Europe. Car pour certains, ils pensent que ça serait un danger pour leur population. Mais il y a de ces pays qui n'ont pas rechigné, qui n'ont pas douté, mais qui se disent que non, le vaccin est nécessaire justement pour leur population. Nous allons parler ce soir du cas du Maroc. Le Royaume du Maroc est en train de mener actuellement une campagne sérieuse, une campagne de vaccination et ils ont atteint un nombre très élevé, très important justement de populations qui ont accepté d'être vaccinées. Alors que ailleurs, même en Europe, il y a encore des pays qui sont encore dans le doute. Nous allons ainsi parler avec un citoyen marocain qui est professionnel de médias, qui y est basé à Rabat, qui est notre correspondant des Canal Africa 54 et qui est très actif justement dans le pays. Il s'agit de M. Amjad Enadi. M. Amjad, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur René. Voilà, nous allons parler de cette campagne de vaccination au Maroc. Vous avez voulu justement qu'on en parle ce soir, mais en même temps, je vais d'abord demander à nos téléspectateurs de comprendre que cette émission a commencé un peu plus tôt pour des raisons de décalage horaire actuellement et compte tenu aussi de certaines réalités sur place au Maroc. Donc, nous n'avons pas pu commencer cette émission à l'heure actuelle. Donc, nous avons commencé 40 minutes avant l'heure habituelle. Donc, nous nous en excusons pour cela. Voilà. Monsieur Enadi,
Oui. À vous la parole. Dites-nous d'abord, quelle est la situation sanitaire actuellement au Maroc? Avant de nous parler de la vaccination, mais dites-nous d'abord l'état de santé aujourd'hui au Maroc. Même avant, est-ce que les infrastructures sanitaires sont développées au Maroc, avant de parler de cette pandémie-là? D'accord. Bonsoir, bonsoir Monsieur René, bonsoir tout le monde. Alors, merci pour la chaîne Canaf 54 qui en fait également la voix du continent africain et qui nous donne toujours une possibilité d'exprimer et d'éclaircir certains sujets qui sont en fait soit au Maroc, soit au continent africain. Bah, vraiment, c'est la voie du continent africain. Alors, pour vous donner une image un petit peu macro de l'état sanitaire et comment on a pu dépasser, comment dirais-je, le Covid-19 comme les autres pays au monde. Alors, comme vous savez, l'année dernière, on a commencé par le confinement, par des stratégies de confinement, d'accord? Alors, cet État a pu demander au gouvernement, également en fait à notre roi du royaume, Mohamed VI, que Dieu le protège, de faire certaines procédures, également une stratégie au niveau du royaume afin de dépasser cette crise mondiale. Voilà. Également pour le gouvernement à mener également une stratégie nationale pour dépasser des crises et ne pas impacter le pays en termes économiques et sociaux. Voilà. Moi, je vais parler par la suite du côté vaccination. Comme vous savez, en fait, le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de la... Oui. Monsieur Enadi, avant d'aborder cette question de la vaccination, j'aimerais d'abord, je repose ma question de tout à l'heure. Nous aimerions savoir quel est l'état sanitaire au Maroc. Est-ce que le Maroc a des infrastructures sanitaires nécessaires justement pour contenir la situation de sa population? Parce que vous savez, hier nous avons fait ici une émission spécialement sur les conditions des infrastructures sanitaires sur le continent africain. Comme vous le savez, il y a certains pays africains où les dirigeants, en tout cas, ne font pas des efforts pour déployer, mettre les moyens pour développer les infrastructures sanitaires. Et chaque fois que ces mêmes autorités tombent malades, ils viennent se soigner soit en France, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Est-ce que le Maroc, pour ce cas d'espèce-là, est-ce que le Maroc se retrouve dans ce panier-là? Est-ce qu'au Maroc, les dirigeants marocains ou les dirigeants du Maghreb sont dans ce même schéma-là? Quand ils tombent malades, quand ils ont des problèmes, est-ce qu'eux tous viennent en Europe ou ils vont dans les hôpitaux marocains parce que les infrastructures sont établies? Alors, sans vous cacher, en fait, depuis l'apparition du Covid-19 au Maroc l'année dernière, au mois de mars, en fait, soit au niveau du roi Mohamed VI ou le gouvernement marocain ont été vraiment mobilisés pour donner ces instructions afin, en fait, de un petit peu de ne pas impacter la population en termes sociaux et économiques. Et effectivement, le Royaume du Maroc a déjà une infrastructure sanitaire pour combattre ou pour lutter contre ce Covid. Pour les habitants et les citoyens marocains, également pour les étrangers résidant au Maroc, il n'y a pas de déplacement hors du Maroc pour se soigner du Covid-19 ou quoi que ce soit. Nous avons des centres en fait, des centres hospitaliers et des hôpitaux qui ont déjà une infrastructure afin de lutter contre le Covid-19 avec un traitement spécial, avec des lits en fait qui sont assez en fait suffisants pour ne pas ravager cette épidémie, cette pandémie, ou laisser les gens quand vous avez évoqué, de voyager à l'étranger, en France ou en Europe. Et vraiment, en fait, nous avons pu dépasser cette crise. Voilà. Ça veut dire que le Maroc a pu gérer cette pandémie. Je ne parle pas de la pandémie encore, je parle des dirigeants, des autorités politiques marocaines
en temps normal, je vais dire, est-ce que lorsqu'ils tombent malades, par exemple, est-ce qu'ils vont dans les hôpitaux marocains ou ils vont à l'étranger pour se faire soigner, comme nous constatons dans d'autres pays africains? Alors, pour nous, le Maroc, il n'y a pas, en fait, il y a pas, nous avons des hôpitaux du gouvernement marocain, des CHU, les centres hospitalisés universitaires. Également, nous avons une infrastructure sanitaire des cliniques privées. Ça veut dire le citoyen marocain a des, en fait, a pu en fait se soigner ou s'il tombe malade, il ne peut pas en fait se diriger en Europe. On a toutes les spécialités ici au Maroc. C'est-à-dire pas nécessaire de se déplacer en Europe ou voyager ailleurs. On a toutes les infrastructures sanitaires pour lutter de n'importe quelle maladie, aux pandémies ou épidémies. Ça veut dire ça, c'est pas un problème pour nous. Voilà. Autant que structure, voilà. Ça veut dire que si, par exemple, aujourd'hui, le Premier ministre marocain ou le ministre des Affaires étrangères du Maroc ou, c'est pas moi, un homme influent marocain tombe malade, là, ce soir, il ne va pas prendre un avion précipitamment ou un avion médicalisé pour venir en France ou en Angleterre pour se faire soigner. Ah non, d'ailleurs, entre-temps, le ministre, en fait, la semaine dernière, il y a un ministre marocain qui se fait opérer 2 opérations, et ici, en fait, c'est au Maroc. Voilà, c'est à Rabat. Ça veut dire il n'y a pas de voyage à l'étranger pour faire une opération, pour prendre en fait un jet privé pour se soigner à l'étranger, quoi que ce soit. Non, c'est ici au Maroc, ça se passe tout au Maroc. Il y a des cliniques, il y a des hôpitaux en fait, des CHU, des centres hospitaliers, des centres universitaires hospitaliers. Voilà, ça veut dire là en fait, on a de l'infrastructure sanitaire. C'est-à-dire que le Maroc a déjà dépassé ce cap-là. Oui, bien sûr. Quel est votre regard? Je voudrais un tout petit peu sur ces sujets-là parce que c'est un sujet que nous avons évoqué hier. Là, nous parlons vraiment du continent africain, de cette situation qui détruit carrément l'économie de certains pays africains où les dirigeants ne comprennent pas la nécessité de développer chez eux et ils préfèrent justement aller aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne et ailleurs. Et il y en a même qui vont y mourir, tout simplement, après avoir dépensé autant d'argent, n'est-ce pas, pour des soins voilà. Et donc, c'est un cas spécifique que nous aimerions vraiment comprendre. Admettons que le gouverneur, je ne sais pas comment vous l'appelez au Maroc, de Fès, de la ville de Fès, ou je ne sais pas moi, d'ailleurs, tombe malade très loin là-bas, loin de Rabat. Est-ce que très loin au Maroc profond, il y a tous les hôpitaux équipés qui peuvent prendre justement en charge un haut responsable qui tombe malade très loin au Maroc? Bien sûr, bien sûr. Au Maroc profond, là, très loin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par exemple, un gouverneur ou un ministère, s'il est en déplacement à la campagne, quoi que ce soit, il y a en fait l'infrastructure qui peut se soigner ou s'il tombe malade, il y a des ambulances, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, il y a des médecins urgencistes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça veut dire là, on va pas, s'il tombe malade, on va pas chercher de visa, on va pas chercher des jets privés pour déplacer un gouverneur ou déplacer un ministre pour aller soigner, pour se faire soigner à l'étranger, en France, en Europe ou aux États-Unis, comme certains pays africains. Nous, on a déjà dépassé cet état. C'est-à-dire, nous, on a les infrastructures qui sont nécessaires, suffisantes pour faire soigner et pour faire un traitement n'importe quelle spécialité, soit en fait en matière de pneumologie, soit cardiologue, soit quoi que ce soit, toutes les spécialités. On a également les facultés de médecine, on a également les centres hospitaliers en fait universitaires, on a également des centres de soins, centres de soins en fait qui sont un petit peu dans les quartiers. Voilà, ça, au lieu de se déplacer, par exemple, vous connaissez, je pense, le Maroc, au lieu de, par exemple, la ville de Salé, au lieu de se déplacer à Rabat, il y a des centres de soins qui sont à côté. Vous pouvez te déplacer et prendre votre traitement, faire un suivi de diabète, faire un suivi cardiologue, il n'y a pas de problème là-dessus. Également, on a des cabinets de médecine, en fait, des cabinets de médecins qui sont privés, des cliniques, des urgences qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On a suffisamment soit des professionnels de santé, soit des cliniques, soit d'infrastructures, des ambulances, des SAMU.
Voilà, ça veut dire si vous tombez malade à minuit, après minuit, 3 heures du matin, vous appelez et là, vous aurez votre médecin qui se déplace. Voilà. Et ceci, quel que soit le coin du Maroc. Exactement. Là, je le confirme. Il n'y a pas de problème. Il y a même en fait ce qu'on appelle une équipe de la gendarmerie en fait royale qui sont équipés d'un hélicoptère pour en cas des intempéries, en cas en fait des personnes qui habitent loin dans les zones montagnardes et peuvent se déplacer et faire leur travail comme il faut. Voilà. Voilà. Et je vous retiens toujours sur cet angle de l'entretien. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, que par exemple en Côte d'Ivoire, il y a eu un premier ministre ivoirien qui est décédé il y a 2 jours, M. Ahmed Bakayoko, qui s'était fait évacuer justement en France, tout simplement parce qu'il était tombé malade. Et avant lui, il y avait eu son prédécesseur qui était aussi Premier ministre, qui était évacué aussi en France, M. Gon Koulibaly, mais qui était revenu mourant. Il est venu mourir en Côte d'Ivoire. Mais le dernier dont on parle ici, M. Ahmed Bakayoko, a été acheminé en France, et puis après la France, on l'a encore emmené en Allemagne, et il est décédé là-bas. Un Premier ministre d'un pays africain, ça sous-entend qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Maroc est un pays africain, la Côte d'Ivoire est un pays africain, le Congo c'est un pays africain, le Cameroun pareil. Quand vous regardez ça, quelle est votre analyse en tant que citoyen marocain, d'où le pays a toutes les infrastructures comme vous le décrivez, alors qu'ailleurs sur le continent, les autorités n'ont pas encore compris la nécessité de développer chez eux. Alors, quel est votre regard? Voilà, pour qu'on soit clair et être en fait honnête par rapport à ce point-là. Alors, pour le développement d'un pays, il y a en fait ce qu'on appelle, il y a le terme économique macro, mais il y a l'éducation, la santé. Ça, c'est très important. Alors, pour l'éducation, on est tous d'accord par l'éducation qui se fait en fait par le développement du pays. Également, la santé. La santé, c'est très important. Alors, le Maroc a déjà dépassé ce point-là avec des stratégies en fait qui sont menées pour faire évoluer en termes de développement sanitaire côté infrastructure, côté ressources humaines. Alors, là, si on dit côté éducation, ressources humaines, santé, on dit en fait, il faut avoir les ressources humaines, les médecins, les infirmiers, le staff médical pour absorber ou pour lutter contre les épidémies, les pandémies et les maladies. Sans ça, vous ne pouvez pas faire on ne peut pas parler d'un développement stratégique de santé. Alors, il faut que les pays africains pensent à ça, pensent à développer cette stratégie au niveau de l'éducation, de la santé, avant de penser à d'autres secteurs. Certes que d'autres secteurs sont très importants, sont très importants pour faire développer le pays, mais sans éducation et santé, on ne peut pas avancer. Il faut vraiment une stratégie commune entre les pays africains afin de faire développer les pays qui n'ont pas les infrastructures assez suffisantes ou, par exemple, quand vous avez évoqué un ministre en fait ivoirien ou un président ivoirien qui se fait soigner à l'étranger, il faut avoir le staff médical à l'intérieur. Le temps qui se déplace en France, aux États-Unis, il peut se passer plusieurs choses. Elle peut être mourant. Il y a des crises cardio. Voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire si on gagne du temps, on va gagner en termes de ressources humaines, on va gagner. Oui, nous avons un petit souci technique du côté de M. Enadi. Voilà, il était en train justement de nous expliquer comment fonctionne leur pays, comment fonctionne le Maroc en termes de santé. Et bon, voilà, l'Afrique a toujours un souci à ce niveau-là. Quand nous parlons de l'Afrique, nous voyons l'Afrique subsaharienne, plus qu'il y a des problèmes d'organisation, d'infrastructures sanitaires. Et bon, voilà. Nous allons le reprendre dans un petit moment.
parce que nous avons l'impression que techniquement, il n'est plus avec nous sur l'écran. Mais nous allons rebondir pour continuer cette émission. Je vais demander en tout cas à la régie de nous balancer un élément afin que nous puissions justement reprendre M. Enadi. Voilà, nous sommes de retour, M. Nadi est de retour. Voilà, il s'est passé juste un petit souci de connexion avec notre correspondant au niveau du Maroc. M. Nadi, c'est vous qui étiez en train de parler justement sur la question organisationnelle, hein, sur le plan d'infrastructure pour permettre à ce que justement les pays africains puissent se retrouver et contenir aussi leurs économies afin justement de maximiser des ressources dans leur pays afin de développer le système d'éducation, de la santé aussi. Voilà. À vous la parole, M. Nadi. Alors, quand vous avez, en fait, comme j'ai dit, en fait, il faut que les pays africains se focalisent sur deux axes. Certes que l'économie, la politique, d'autres secteurs sont très importants, mais l'éducation et la santé également, ce sont deux moteurs pour le développement du pays. Il faut que les pays africains pensent à recruter, à former les médecins, les infirmiers, le staff médical afin qu'ils puissent lutter contre les épidémies, les pandémies, les maladies. Et comme vous savez, en fait, le coronavirus a pu dévoiler plusieurs vérités, en fait, plusieurs choses côté, en fait, mondial. Quand vous savez, l'Italie en Europe avait une crise mondiale en termes de santé, en termes également de politique, en termes social, en termes économiques. Et ça, en fait, coronavirus a pu dévoiler cette vérité. Également pour l'Espagne, on a vu en fait que l'Espagne a pu dépasser la crise, mais avec vraiment des dégâts en termes des habitants, en termes de la population. Vraiment, en fait, cette pandémie a pu dévoiler plusieurs choses qui étaient cachées, entre parenthèses. Voilà. Voilà, M. Nadi, je sais que vous n'êtes pas politicien. Je sais que vous ne acceptez pas, vous n'aimeriez pas prendre le risque de parler politique. Et ce n'est pas ça justement l'objet de notre entretien de ce soir. Voilà, je vous ai posé ce genre de questions justement pour voir dans quelle mesure l'autre côté de l'Afrique comprenne que, bon, il fallait faire les choses autrement. Qu'est-ce qui nous différencie du Maroc ou de l'Algérie ou de l'Égypte? C'est tous des pays africains, mais qui se trouvent un peu plus au nord. Voilà qu'au nord, c'est encore mieux organisé que de l'autre côté. Bon, alors, sur cet angle-là, j'aimerais, en tout cas, avec tous ceux qui nous écoutent, que vous donniez juste votre dernier avis. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux dirigeants africains de ces pays-là? Parce que nous savons aussi qu'il y a même certains qui viennent au Maroc se faire soigner. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, effectivement, comme vous, à mon point, en fait, à mon avis et mon point de vue par rapport pour chaque pays africain, c'est un message pour les dirigeants, d'accord, pour les autres pays africains que vous avez évoqués. Il faut investir côté éducation et côté santé. Et ça, c'est très important. Mais essayez, s'il vous plaît, de faire des stratégies côté éducation, côté santé, afin de développer le pays pour deux secteurs. Parce que ces deux secteurs sont le moteur de développement de chaque pays. On peut pas accepter qu'un ministre qui prend en fait son jet privé et qui part faire soigner en fait en Europe, en France, aux États-Unis. Le Maroc a déjà dépassé ce point-là et nous avons les infrastructures sanitaires qui peuvent en fait lutter contre
toutes les maladies, toutes les pandémies, toutes les épidémies. Voilà. Et ça, c'est très, vraiment, on est très, 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 très fiers d'avoir en fait, comment dirais, ce privilège. Voilà. Oui, c'est parce qu'il y avait eu prise de conscience, c'est parce que le peuple marocain, les dirigeants marocains sont consciencieux justement de cette réalité-là. Il n'y a pas de détournement, il n'y a pas. Le pays est structuré, et il y a le respect des lois et tout ce qui s'ensuit. Là, je vous ai balancé tout à l'heure des photos justement du Premier ministre ivoirien, n'est-ce pas, dont on parle, hein, celui qui est décédé en Allemagne, mais qui était acheminé d'abord en France. Il est allé mourir en Allemagne. Bon, on ne sait pas quel est le mécanisme qui a fait qu'il soit d'abord acheminé en France, et après la France, on ne sait pas comment il va traverser encore la France à son état et mourir en Allemagne. Et ensuite, là, vous avez un autre cas. Là, c'est un député congolais de la RDC, mais c'est Henri Thomas Lokondo. C'est un député national qui est allé mourir en Afrique du Sud. Vous voyez ça, c'est un grand député, ce monsieur que vous voyez. Et donc, voilà, c'est des exemples. Ça sous-entend que ce sont des pays qui ne sont pas organisés sur le point de vue sanitaire. Donc, bravo à vous, en tout cas, coup de chapeau. Maintenant, donc, nous allons aborder la question qui nous rassemble ce soir pour parler. La vaccination au Maroc. Est-ce que vous n'avez pas été tenté comme les autres pays à ne pas accepter le vaccin au regard de tout ce que c'est dit, M. Enadi? D'accord. Alors, premièrement, je vais être un petit peu structuré par rapport à ce sujet. Alors, d'abord, en fait, je vais commencer par c'est que notre roi Mohamed VI a donné le coup de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 le jeudi 28 janvier 2021. C'est presque maintenant 3 mois. Alors, les habitants, en fait, les citoyens marocains ont accepté cette vaccination, ce vaccin. D'accord. Premièrement, en fait, en termes de nombre, je vais parler de nombre, arrivé aujourd'hui, le 12 mars 2021, à 18h, ce sont des statistiques officielles. C'est la première dose, on était arrivé à 4 169 et 133 000 doses pour la première dose. Alors, pour la deuxième dose, c'est 1 million. Je vais par la suite expliquer première dose et deuxième dose. Alors, pour la deuxième dose, c'est 1 224 959 000 habitants pour la deuxième dose. Ça, c'est un chiffre qui est très important. C'est que, ceci dit, que les habitants ont accepté le vaccin et ça, c'est pas en fait, ils ont accepté le vaccin comme ça. Premièrement, c'est notre roi, Mohamed VI, que Dieu le protège, qui a donné en fait l'envoi du coup de la campagne de vaccination, comme j'ai déjà évoqué. Deuxièmement, c'est qu'une campagne de sensibilisation dans les médias officiels, voilà, dans la télé officielle, également la presse électronique, les journaux, les scoops, les spots publicitaires. Ils ont en fait, le gouvernement marocain a donné plus de sujets concernant cette campagne de vaccination. La particularité de cette campagne de vaccination, de ce vaccin, c'est qu'au Maroc, c'est le premier pays africain, ici en fait en Nord-Afrique, qui a commencé cette campagne de vaccination. Et ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est que la gratuité de ce vaccin, c'est pas payant, c'est gratuit. Et la troisième particularité, c'est que pour les Marocains et pour les étrangers résidant au Maroc depuis 17 ans et plus, c'est-à-dire pour les citoyens marocains et pour les étrangers qui résident au Maroc depuis 17 ans et plus. Et on a le gouvernement marocain en fait a acheté 2 vaccins. Le Sinopharm, c'est un vaccin chinois, et AstraZeneca. Alors ce vaccin en fait, AstraZeneca et Sinopharm, ce sont des vaccins chinois. Ils ont mis
une infrastructure, un site internet pour prendre des rendez-vous. Comment se déroule en fait la campagne de vaccination? C'est qu'il y a des méthodes pour prendre des rendez-vous. La première méthode, il y a un numéro en fait, c'est un téléphone portable. Chaque citoyen marocain a un téléphone portable. Vous pouvez envoyer un SMS, c'est un SMS gratuit, un numéro en fait 1717 avec un numéro d'identité nationale et vous aurez votre premier rendez-vous. Ça, c'est en premier lieu. Par la suite, si vous êtes vacciné, ça, c'est vraiment structuré et organisé. Quand vous aurez votre premier rendez-vous, vous vous déplacez au centre de vaccination et vous aurez votre vaccin. Ça, pour le premier rendez-vous. Deuxièmement, vous envoyez également, pour prendre le deuxième rendez-vous, vous envoyez le numéro à votre numéro de la carte nationale, c'est ce qu'on appelle l'identité, le CNIE. Vous envoyez le numéro d'identité nationale au 1717 et vous serez programmé pour le deuxième rappel du vaccin. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très organisée et très menée. En fait, par rapport à, je vais parler un petit peu du vaccin Sinopharm et AstraZeneca. Concernant le vaccin Sinopharm, il y a toujours en fait 2 doses. Toujours, on va parler de 2 doses pour Sinopharm et AstraZeneca. La particularité de Sinopharm, c'est l'intervalle entre 2 doses, c'est 21 jours. Et pour AstraZeneca, c'est 28 jours entre la première dose et la deuxième dose. Ça, c'est vraiment, en fait, comme j'ai dit, en fait, c'est Alors, est-ce que vous pouvez, organisé. voilà. Est-ce que vous pouvez, pour chaque type de vaccin, nous préciser son origine? Qui produit voilà. Tel ou tel vaccin? Comme ça, nous allons évoluer. D'accord. Alors, pour les Sinopharm, comme vous savez, en fait, c'est un vaccin chinois, voilà, qui est produit par les Chinois. Et pour AstraZeneca, c'est laboratoire, en fait, au UK, United Kingdom, en Angleterre. Voilà. Alors, et qui a donné, en fait, plus d'efficacité par rapport soit en termes, en fait, d'essais et d'expérience. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit tout à l'heure par rapport je vais dire, au droit d'accès à ce vaccin. Vous avez parlé des étrangers, par exemple, qui ont un statut de résident de 17 ans au Maroc. Qu'est-ce qu'il en est des autres qui ont fait, par exemple, 5 ans? Voilà. Ceux qui venaient de faire 5 ans, 10 ans ou 5, 6 ans au Maroc, qu'est-ce doivent-ils faire? Ils doivent l'acheter? Il n'y a pas d'achat en fait pour le vaccin. Il y a la gratuité du vaccin. C'est que le ministère de Santé ou en fait le ministère de Santé a commencé vague par vague. Là, on parle en fait, ils ont commencé par exemple des citoyens marocains qui ont 75 ans et plus, d'accord? Ça, c'est la première vague qui a commencé. Par la suite, avec la première vague également, c'est que les professionnels, ce qu'on appelle les personnels en première ligne, les professionnels de santé, les autorités publiques et les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale. Par la suite, la deuxième vague, il y avait en fait entre 60 ans et 75 ans. Et par la suite, il y aura une autre vague de 50 ans à 40 ans. Voilà, ça c'est vague par vague. Ça dépend en fait de l'arrivée du vaccin. Mais côté en fait coût, il n'y a pas de coût. C'est gratuit, vraiment, c'est gratuit. Ça, c'est exclusif en fait au Maroc. Alors, vous venez de mentionner, j'ai dit tout à l'heure, la situation des autorités publiques, les autorités publiques, administratives et tout ça. Est-ce qu'ils ont commencé d'abord avant les restes de la population? Parce que ce sont eux qui ont commencé pour donner l'exemple. Que bon, voilà, n'ayez pas peur. Voilà, nous prenons l'exemple, nous prenons le vaccin, suivez-nous. Il s'est passé cette démarche-là? Alors, la première personne qui a pris en fait, le premier coup du vaccin, qui a donné le coup du vaccin, c'est notre roi Mohamed VI, que Dieu le protège. Celui qui a pris en fait le premier vaccin, d'accord. Par la suite, comme j'ai dit, en fait, c'est les autorités publiques, effectivement, c'est les forces de sécurité et le personnel de l'éducation et les professionnels de santé. Voilà. C'est la première vague qui a pu en fait vacciner.
Alors, lorsque le roi se déplace pour aller prendre le vaccin dans les centres de vaccination, il y avait eu des caméras, c'est sûrement que tout le pays en a parlé. Et est-ce qu'il y avait eu des réticences par la suite? Est-ce que même aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des réticences au Maroc? Est-ce qu'il y a des gens qui doutent encore de ce vaccin? De cette Il n'y a pas, différence? vraiment, il n'y a pas de doute, comme j'ai dit, en fait, le chiffre de 4 millions, plus que 4 millions, ça, c'est pas un chiffre, en fait, douteux. Et comme vous savez, en fait, toujours, on a commencé par des vagues. Le chiffre de 4 millions, c'est vraiment énorme. Même pas 3 mois, on a arrivé à plus que 4 millions pour la première dose. Ça, c'est très important. C'est que dit, il n'y a pas de doute au niveau du vaccin, non. Et donc, vous voulez dire à tous les Africains ce soir que le vaccin, ce type de vaccin contre le coronavirus ne présente aucun danger. Bien sûr, c'est que il y a en fait un slogan, comme vous savez, en fait, sur le ministère, me protéger, c'est protéger mon pays. Ça, c'est très important. Quand j'ai dit en fait, je me protège moi-même, c'est que je protège mon pays, je protège mon continent, je protège mon entourage, ma famille, ma petite famille, ma grande famille. Voilà, ça c'est très important. Il faut en fait penser à ça. C'est que les vaccins en sont déjà donnés, leur expérience sont déjà prouvé leur réussite, c'est que il faut se vacciner, il faut en fait aller à fond pour prendre le vaccin. Voilà. Alors, quel est le bilan? Oui. Oui, et retourner vers notre vie normale. Voilà. Alors, quel est le bilan actuellement depuis que le vaccin, on a commencé à vacciner les populations? Quel est les résultats? Quel est le bilan que les autorités sanitaires font actuellement par rapport à l'évolution de courbes descendantes et tout ça? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de l'infection? Bien sûr, c'est qu'il y a toujours des précautions sanitaires, on met des bavettes et tout ça, mais concernant l'évolution, actuellement, par exemple, en fait, ces derniers jours, on enregistre juste 200, 300, 400 cas. Ça, c'est pas énorme. Avant, on avait commencé par 30, évolué par 50, 600, 300, 1000 maximum. Ça, comme vous savez, en fait, c'est énorme. Mais actuellement, on n'enregistre que 300, 200 et on va en fait vers le bas. Ça, c'est très important. Alors là, en fait, le rôle du vaccin, ça va être en fait dans l'avenir, c'est pour faire des précautions, aller se faire vacciner pour ne pas en fait, pour lutter contre cette pandémie et pour retourner vers notre vie normale et quotidienne. Voilà. Vous voulez nous dire ici que ce vaccin a déjà, pour vous, en tout cas au Maroc, a déjà prouvé son efficacité. C'est ce que ça veut dire là. Certainement, c'est que en fait, on peut pas dire que ça prouvait son efficacité actuellement. Mais là, on a dit en avenir, on peut dire que effectivement, elle a prouvé son efficacité. Mais ça reste à venir. Ça, c'est en fait, ce sont des spécialistes de santé qui vont dire ça. Pour moi, je ne suis pas en fait un petit peu placé pour dire est-ce que effectivement a prouvé son efficacité ou pas. Moi, je lis juste les chiffres. Voilà. Ok, les chiffres que vous avez témoignent d'une certaine amélioration, c'est ça? La courbe en baisse, voilà. A baissé, l'infection a baissé ou c'est comment? Oui, actuellement, on n'enregistre que 200, 100, 200 maximum. Voilà. Et ça, en fait, pour nous, la campagne de vaccination, elle estime à vacciner les 25 millions d'habitants. Voilà. La population marocaine actuellement aussi entre combien de citoyens? Il y a combien actuellement au niveau de la densité de la population? Alors, pour la densité, si on va parler mode statistique, d'accord, c'est que la cible, c'est 25 millions. Aujourd'hui, on est arrivé à 4 169 133, d'accord, pour la première dose. C'est que ça, c'est vraiment très important, d'accord. 4 millions, 25 millions, là, on est bien.
Ça veut dire si on arrive au bout de 3 mois, on arrive à la première dose, après c'est 8 millions, ça c'est bien. C'est avec cette densité qu'on peut arriver à se faire vacciner les 25 millions et on peut arriver à 80% de la population qui va se faire vacciner. Parce que le vaccin, c'est à partir de l'âge de 17 ans de plus. Voilà. C'est en fait la pandémie, elle peut toucher les personnes qui sont 17 ans de plus. Et là, en fait, la particularité, comme j'ai dit, en fait, pour le gouvernement marocain, c'est qu'ils ont mis ce qu'on appelle un mode fixe de vaccination. D'accord? C'est que la population se déplace vers les stations vaccinales. D'accord? Et mode mobile, c'est que le déplacement des équipes de vaccination vers rattachées à des stations de vaccination vers les habitants. Bon, vous savez, en fait, il y a des régions qui sont en fait montagnardes, des régions qui sont un petit peu en fait des vieux, des personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, elles peuvent en fait appliquer ce qu'on appelle le mode mobile, c'est que le déplacement de staff et des équipes de vaccination qui sont rattachées à la station de vaccin. Voilà. Alors, toutes les villes du Maroc sont équipées. Toutes les villes du Maroc ont reçu leur quantité de vaccins. Et toutes les populations de ces différentes villes adhèrent à l'idée de se faire vacciner. Il n'y a pas de doute au Maroc, la vaccination a commencé. Et ça fait combien de temps que la campagne a commencé, M. Nadi? C'est 28 janvier 2021. C'est qu'en fait, même pas 3 mois maintenant. Voilà. Et c'est en fait la majorité des professionnels sont déjà mobilisés et nous avons 2280 établissements de soins de santé primaires ont été désignés également des stations vaccinales. C'est-à-dire là, en fait, on parle de staff de santé vraiment qui sont dédiés à ça. Et je profite de l'occasion à remercier le ministre de Santé par son ministère, par son ministre, et également en fait le staff médical, les médecins, les infirmiers, les pompiers, les autorités publiques, les forces de sécurité, également les personnes, les professionnels de la santé pour leurs efforts, vraiment leurs efforts. Il y a des mois pendant le confinement. Il n'arrive pas, en fait, ils travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans dormir, sans voir leur famille. Et ça, c'est vraiment humain de sacrifier en fait votre vie pour sauver la vie des autres. Et ça, c'est humain et c'est très important pour qu'on parle de ça pour les médecins, les infirmiers et le staff médical. Vraiment, remerciement vraiment à ces professionnels. Voilà. Bien sûr, les professionnels ont montré de quoi ils étaient capables d'affronter ce virus et justement à travers le monde. C'est vraiment des gens à féliciter et à encourager. Et nous sommes même très fiers de voir qu'au Maroc, ce vaccin est accepté et que ce vaccin est en train justement de briser les tabous. Car nous entendons de tout, hein, toutes les spéculations en tout cas circulent autour de ce vaccin, sur le continent surtout. Mais néanmoins, il y a des pays qui ont accepté ce vaccin. Bon, mais certains n'ont pas encore commencé justement à administrer sur leur population. Donc, voyons voir comment ça va donner. Alors, une question, c'est de savoir maintenant, est-ce que le vaccin est obligatoire au Maroc? C'est gratuit, ça, en fait, vous l'avez dit, mais est-ce que ce vaccin est obligatoire? Moi, je vais parler en termes macro-mondial. Alors, aujourd'hui, j'ai lu en fait dans certains en fait journaux internationaux. Hier, c'était en fait en France, c'est que pour se faire vacciner, c'est pas obligatoire. Oui, je suis d'accord, c'est gratuit, c'est pas obligatoire. Mais pour que vous protégez votre pays, votre vie privée, il faut que vous prenez le vaccin. Ça, c'est très important. On ne va pas parler, en fait, côté obligatoire ou pas. Alors, pour la particularité ici au Maroc, c'est que la gratuité, et après avoir prendre la deuxième dose, c'est qu'il y a un certificat de vaccination. Alors, ça, c'est très important. Alors, par la suite, j'ai entendu, en fait, que certains pays, en fait, elles vont exiger
pour entrer à leur territoire, il faut avoir un certificat de vaccination. Comme ici, en fait, je pense que dans certains pays africains, pour voyager, par exemple, au Côte d'Ivoire et tout ça, il faut avoir un vaccin spécifique. Il faut avoir un certificat de vaccination spécifique. C'est comme ça. Ça veut dire le monde qui oblige l'obligation de ce vaccin. C'est-à-dire c'est pas les autorités marocaines qui donnent ça. Mais l'avantage et la particularité de ce vaccin au Maroc et les autorités marocaines, ils ont mis en fait, après avoir pris la deuxième dose du vaccin, vous aurez un certificat et c'est téléchargeable sur le site internet que je viens de vous envoyer. C'est ce qu'on appelle, c'est un site internet officiel, les Kahuna, www.lekahuna.ma. Il y a une version française, il y a une version arabe. À travers ce site internet, vous pouvez prendre votre rendez-vous, d'accord? La première dose, la deuxième dose. En cas de changement également, ça facilite la chose. En cas de changement également d'adresse, ça veut dire si vous habitez à Rabat et entre-temps, vous êtes en déplacement et vous avez changé de l'adresse, vous aurez la possibilité d'accéder au site internet et d'indiquer la nouvelle adresse et de prendre un rendez-vous et se faire vacciner à la nouvelle adresse. Ça, c'est très important. Également, en fait, pour la particularité, c'est que vous pouvez, après avoir prendre la deuxième dose, c'est que vous pouvez télécharger sans se déplacer, vous pouvez télécharger le certificat de vaccin via Internet. Et si vous l'avez perdu, vous pouvez également la télécharger. Ça, c'est vraiment informatisé, organisé et bien ficelé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Vous aurez une plateforme informatique, vous aurez des questions, vous aurez des capsules sur ce site internet qui vous permet d'expliquer comment ça se passe, la prise de rendez-vous. La deuxième dose, également le téléchargement de certificat. Si vous avez senti en fait que vous avez des je sais pas si vous avez en fait, parce que après se faire vacciner, vous aurez comme des autres vaccins, vous aurez parfois, ça c'est pas enregistré, vous aurez un petit peu en fait de la température qui monte, un petit peu en fait de vertige, mais c'est pas ça, c'est jusqu'à maintenant c'est pas enregistré. Ça se passe en vie normale, voilà. Alors maintenant la question par rapport à ce vaccin, est-ce que le peuple marocain avait entendu toutes les rumeurs qui circulent sur le continent, toutes les rumeurs qui circulent sur le continent européen, un peu partout, sur les conséquences supposées, je dis bien entre guillemets, hein, je n'affirme pas, les conséquences supposées de ces différents vaccins. Je n'affirme rien du tout, je suis en train de dire ce que tout le monde dit au niveau de rumeurs. Est-ce que le peuple marocain avait suivi ça, avait entendu le fait que ce genre de bruit autour des conséquences néfastes de vaccins? Voilà, c'est le côté pour parler, le côté parler de citoyens de la rue. Bien sûr, bien sûr. Le peuple marocain, comme les autres peuples en fait en Afrique, au monde, c'est qu'ils ont accès au Facebook, ils ont accès en fait aux différents canaux, réseaux sociaux, également en fait tout ce qui est en fait rumeur. Mais ça, ce qui est important pour qu'on soit clair et honnête là-dessus. Alors, il y a la rumeur, d'accord, d'un côté. Il y a en fait ce qu'on appelle la médecine d'un autre côté. Si on va tout croire et tout dire en fait que cette rumeur a fait en fait l'objet que ce vaccin n'est pas bien pour la santé et tout ça. Et nous en fait dans les médias officiels, c'est que nous avons des capsules qui expliquent en termes scientifiques, en termes médicaux, l'efficacité de ce vaccin, on ne peut pas faire en fait se développer. C'est pourquoi en fait avant de commencer cette campagne nationale de vaccination. Alors, comme je viens de vous dire, le gouvernement marocain a mis une stratégie en fait de communication avec le peuple marocain, des capsules de sensibilisation. Également, en fait, on a mis en fait ce qu'on appelle des vidéos qui peuvent expliquer l'efficacité de ce vaccin. Voilà. Et la preuve, c'est que le peuple marocain
a pu en fait accepter ce qu'on appelle le vaccin, soit Sinopharm ou AstraZeneca. Voilà, ça c'est très important. Il faut avoir de la communication parce que si on parle de la communication, on va parler de la communication. On commence par la petite famille. Si on arrive à communiquer bien avec par exemple, je donne un exemple là, si on arrive bien à communiquer avec nos enfants, alors est-ce qu'il y aura un problème? Voilà, il n'y aura pas un problème. C'est que on commence par la famille, on commence par l'entourage, on commence par la société, et là on parle de pays. Si on adapte un bon discours cohérent et explicite et également honnête avec nous habitants, nos peuples, ça veut dire on craint rien. Voilà. Alors, nous allons aborder la dernière partie de l'émission en 5 minutes. Mais avant d'aborder cette question, qui va nous expliquer, vous allez nous expliquer les conséquences de cette pandémie au niveau économique et social. Nous allons revenir dans 10 secondes. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Nous allons continuer cette émission en 5-6 minutes qui nous restent avec M. Enadi qui se trouve au Maroc. Il est en même temps notre représentant de Canal Africa 54 de Télé Saturne au niveau du Maghreb. C'est lui qui nous décrypte justement les réalités de ce côté-là du continent africain. Et ce soir, il nous apporte des informations justement liées à la campagne de vaccination au Maroc, donc la vaccination contre le coronavirus. Et donc, à cette dernière partie de l'émission, il va nous parler des conséquences justement de cette pandémie sur le plan économique, social. Et on sait très bien que le coronavirus, en tout cas, a détruit l'économie mondiale. Mais nous allons voir un peu de ce côté-là du continent africain, si les Marocains ont vécu cette réalité. Alors, Monsieur Enadi, nous vous recevons encore pour terminer l'émission, hein, mais on parlait de côté sur l'aspect économique. Comment pouvez-vous analyser les conséquences du coronavirus au Maroc sur le plan économique et social? Est-ce que le coronavirus a détruit l'économie marocaine ou plutôt a favorisé à une émergence d'une catégorie de business au niveau du Maroc? Alors, moi, je veux parler en fait, premièrement, en fait, c'est que la pandémie, effectivement, a détruit l'économie, le plan économique mondial. C'est comme on a dit, en fait, c'est comme une crise qui a vécu, en fait, pendant les États-Unis en 1929. C'est vraiment, la pandémie a détruit, en termes économie mondiale. Le Maroc, parmi, en fait, les pays au monde, c'est qu'effectivement, a pu un petit peu en fait être touché par la pandémie, mais grâce à plusieurs efforts, grâce en fait aux instructions données par notre roi Mohamed VI, que Dieu le protège, et également en fait données au gouvernement, on a pu en fait résister à cette pandémie en plan économique et social. Comment? Alors, je me rappelle en fait pendant le confinement, je vais revenir en fait un petit peu en arrière, pendant le mois de mars. Alors, le confinement a commencé ici au Maroc, au monde, je pense, c'est au mois de mars de l'année dernière. C'est que, par exemple, il y a des salariés qui ont arrêté leur activité. C'est normal parce qu'il y a le confinement, il y a la pandémie et tout ça. On arrête l'activité. Alors, le gouvernement marocain a mené en fait une stratégie sociale. C'est que même si vous arrêtez votre activité et si vous ne travaillez pas, alors il y a ce qu'on appelle la caisse sociale, la caisse nationale, ce qu'on appelle la CNSS, vous donne en fait votre salaire, c'est ce qu'on appelle votre SMIC à 2000 dirhams. C'est à peu près approximativement $200. D'accord? Qui vous permet
de vivre en fait tranquillement. Il n'y a pas de problème. Là, c'est chaque mois. C'est mensuel. Oui, chaque mois, oui. Pendant, en fait, je pense pendant plus que 3 mois. Pendant le confinement. Voilà, ça c'est pour les salariés qui sont cessés de leur activité pour les petites entreprises. Également, en fait, sans vous cacher, en fait, il y a des activités qui ont cessé en fait leur fonctionner, comme des cafés, des restaurants et tout ça. Il y avait des autres sociaux pour ce secteur. Également pour les traiteurs. Comme vous savez, en fait, on a arrêté les fêtes de mariage et tout ça. Il y avait des autres sociaux pour ce secteur-là. Vraiment, vraiment, il y avait une stratégie qui est très étudiée, qui est très cohérente pour aider un secteur et pour ne pas avoir l'impact direct. Certes que parfois, on dit en fait que ce secteur était impacté 90%, ce secteur 50%, mais pour ne pas avoir plus d'impact par rapport aux autres secteurs. Certes que vraiment pendant en fait le confinement, on a pu gérer cette période. Après le confinement, après le confinement je pense 3 mois après, le mois de juillet et tout ça, il y avait en fait des secteurs qui sont un petit peu détruits par la pandémie. Il y avait des aides en fait, par exemple, des aides sociaux qui sont destinés à ce secteur. Je cite en fait le traiteur, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est hôtellerie, voilà. Ça, ce sont vraiment en fait parce qu'il n'y a pas de voyage. Les frontières sont déjà fermées. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas de. Et même en fait, je voyais des hôtels qui ont donné leur accès pour les médecins, pour le staff médical, pour les infirmiers. Ça, c'est vraiment, en fait, on a pu ce qu'on appelle la solidarité. Parce que si on n'est pas solidaire à ce moment-là, on ne peut pas être, en fait, on peut pas parler de la réussite, on ne peut pas parler de développement. Parce que nous, c'est la particularité par rapport, et comme vous savez, la particularité par rapport aux pays africains et les autres pays européens et des États-Unis, c'est qu'on est solidaire. Vous avez vécu, je pense, au Maroc, et vous voyez comment être en fait la mentalité marocain-africain. Voilà, c'est la solidarité, le fait en fait d'aider cette personne qui a besoin de moi, et moi le lendemain, j'ai besoin de cette personne pour d'autres choses. Voilà. Ça sous-entend que le gouvernement marocain a été très consciencieux des dégâts de cette pandémie jusqu'à donner des aides à ces populations, n'est-ce pas? Alors oui. Que vous êtes aussi un pays africain, nous espérons que d'autres pays africains ont fait pareil. Vous qui êtes à côté, par exemple, de l'Algérie, est-ce que, au regard de la manière dont le Maroc a géré cette situation, est-ce que l'Algérie en a fait autant? Alors, pour moi, en fait, l'information que j'ai, c'est que le Maroc, le Royaume du Maroc, c'est le premier pays africain qui a pu, en fait, gérer cette pandémie en termes économiques, en termes sociaux, en termes politiques, en termes, en fait, finances. Voilà. C'est qu'on peut, en fait, et également en secteur de santé par rapport au lancement de la campagne de vaccination. C'est le premier pays africain, je ne vais pas parler en fait, je ne vais pas citer les noms, soit en fait les autres noms, mais c'est le premier pays africain jusqu'à maintenant qui a pu gérer la situation contre cette pandémie mondiale en termes économiques, social, politiques, finances et également côté santé. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, très bon exemple. Exemple pour le continent africain, vous avez suivi cette émission en tout cas avec beaucoup d'attention. Vous voyez que nous parcourons le continent africain, vous voyez une réalité. Nous sommes partis de la situation de certains pays africains qui ne développent pas les infrastructures sanitaires chez eux et nous parlons actuellement d'un autre pays africain qui s'appelle le Maroc, dont les infrastructures sont très développées comme en Occident. Mais comment expliquer cette différence-là, même au niveau de la gérance de cette pandémie? Voilà qu'ils ont fait accepter leur vaccin à leur population,
et ça fonctionne. Voilà que le Maroc est le premier pays africain qui réussit justement dans cette démarche. Et donc, les masques vont tomber parce que jusque-là, le Maroc n'a pas encore enregistré les dégâts tels que ceci est prédit dans certains pays. Merci, Monsieur Nadi. Avant de terminer cette émission, en tout cas, je vais vous demander de parler, donner votre dernier mot en 30 secondes et nous allons donc clôturer notre entretien de ce soir. Pour moi, en fait, vraiment, en fait, nous sommes fiers, en fait, premièrement, en fait, de notre roi qui a en fait pu donner en fait les efforts et leur instruction pour en fait lutter contre cette épidémie en termes économiques, sociaux et politiques, également sanitaires. Et je donne en fait l'exemple toujours, c'est le Maroc, en fait, c'est le premier pays africain qui a pu gérer cette pandémie en termes en fait des secteurs économiques et politiques. Voilà, nous espérons que d'autres pays vont suivre le Maroc et nous espérons que voilà, cette pandémie sera vraiment vaincue et nous espérons en tout cas avec la grâce de Dieu que cette pandémie sera complètement détruite et que le coronavirus s'en aille d'où il est venu. Avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, Monsieur Nadi, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Monsieur René. À très bientôt, Monsieur Nadi. Merci à vous également. Et bien voilà, merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous avez entendu ce qui se passe ailleurs. Vous qui êtes aussi en Afrique, dans d'autres pays, voici un exemple. Au lieu d'aller mourir en France, en Allemagne ou aux États-Unis, investissez chez vous, construisez chez vous, développez les infrastructures chez vous. Au lieu d'aller se faire soigner en Afrique du Sud, au lieu d'aller se faire soigner au Maroc, voilà que ce sont des pays qui ont pris conscience de développer chez eux. Ils n'ont pas des ministres qui vont se soigner en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. Quand ils tombent malades, ils se soignent par leurs propres médecins sur place, dans leurs hôpitaux sur place. Alors que les autres, il suffit d'un petit rien, ils doivent prendre l'avion pour aller en France. C'est une leçon à tirer et à apprendre. Mais le peuple africain n'est pas dupe. La nouvelle génération n'est pas dupe. Cette nouvelle génération pourra un jour réagir pour faire les choses autrement. Merci d'avoir suivi Géopolitique ce soir à ce sujet donc de la santé liée à la campagne de vaccination au Maroc. À très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.